D'après la théorie des probabilités, le singe finira par produire l'intégralité des œuvres de Shakespeare. Le paradoxe du meurtre d'Hitler est l'une des versions les plus célèbres des paradoxes temporels. Il pose une question à la fois vertigineuse et dérangeante: si l'on pouvait voyager dans le passé, aurait-on le droit, ou même le devoir, de tuer Adolf Hitler avant qu'il ne déclenche la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste? Et surtout, que se passerait-il si on le faisait réellement? Le cœur du paradoxe est le suivant: si Hitler était tué avant ses crimes, alors ces crimes n'auraient jamais existé. Or, c'est précisément parce qu'ils existent que quelqu'un, dans le futur, voudrait remonter le temps pour l'assassiner. Si la raison même du voyage disparaît, le voyage ne devrait jamais avoir lieu. Et si le voyage n'a pas lieu, Hitler vit, et l'histoire se déroule telle que nous la connaissons, ce qui redonne aux voyageurs une raison de partir dans le passé. On entre alors dans une boucle logique sans sortie. Ce paradoxe illustre la fragilité des récits de voyage temporels. Il repose sur l'idée que le passé est fixe et que toute tentative de le modifier entraîne des contradictions. Si l'on agit sur le passé, on supprime la condition même de son action. C'est une version dramatique de ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père: si je tue mon grand-père avant qu'il ait des enfants, je ne peux pas exister pour le tuer. Ici, la figure monstrueuse de Hitler donne une intensité morale à la logique abstraite. Ce qui rend ce paradoxe si fascinant, c'est qu'il ne se limite pas à une spéculation de science-fiction. Il soulève aussi des questions profondes sur la responsabilité morale et sur la nature du temps. Faut-il juger une action d'après ses intentions ou d'après ses conséquences? Si tuer Hitler enfant éviterait des millions de morts, est-ce un meurtre justifiable? Ou bien, en modifiant radicalement le passé, ne risque-t-on pas de créer des conséquences imprévisibles, peut-être encore pires que celles que l'on voulait éviter? Certains scénarios de science-fiction résolvent le paradoxe par l'idée de réalité parallèle. Dans cette logique, tuer Hitler dans le passé ne change pas notre histoire mais crée une ligne temporelle alternative où la guerre et le génocide n'ont pas lieu. Dans ce cas, le voyage conserve son sens, mais au prix d'une multiplication infinie des mondes. D'autres hypothèses soutiennent que le temps est autocohérent, toute tentative de le modifier échoue ou se replie sur elle-même, de sorte que l'histoire reste inchangée. Peut-être que, malgré toutes nos tentatives, Hitler aurait survécu d'une autre manière et l'histoire aurait suivi son cours. Ce paradoxe nous met donc face à trois abîmes: l'impossibilité logique de changer le passé, la tentation morale de vouloir l'effacer, et l'angoisse existentielle de savoir que ce passé, aussi monstrueux soit-il, est devenu constitutif de notre présent. Imaginer la mort d'Hitler en amont de ses crimes, c'est se heurter à la limite de notre rapport au temps. Nous voudrions réparer, mais réparer signifierait effacer les raisons mêmes qui nous poussent à agir. Le paradoxe d'Abilène illustre une situation fascinante où un groupe de personnes prend collectivement une décision que presque aucun de ses membres ne désire vraiment. Ce qui est troublant, c'est que cette décision ne naît pas d'un réel consensus mais plutôt d'une mauvaise interprétation des intentions de chacun. L'exemple originel raconte une famille texane qui, un jour d'été, décide d'aller à Abilène, une ville éloignée et brûlante. Chacun des membres exprime son accord pensant que les autres veulent réellement y aller, alors qu'en réalité personne ne le souhaite. Résultat, ils se retrouvent tous à subir un trajet inconfortable pour une activité qui ne satisfait personne. Ce paradoxe met en lumière un phénomène social discret mais omniprésent. Dans de nombreux contextes, des équipes ou des groupes d'amis se retrouvent à valider des choix collectifs qui, individuellement, ne conviennent à personne. Il suffit d'une petite distorsion de communication ou d'un excès de conformisme pour que l'on se retrouve piégé dans ce genre de dynamique. Chacun craint d'exprimer son véritable désaccord par peur d'être perçu comme un élément perturbateur, ou suppose simplement que son avis est minoritaire et inutile. Ce mécanisme pose un problème majeur dans les environnements professionnels où des décisions stratégiques peuvent être prises non pas par conviction, mais par une suite de malentendus implicites. Des projets peuvent être lancés sans enthousiasme réel, uniquement parce que personne n'a osé briser l'illusion d'un accord général. De la même manière, dans la vie personnelle, combien de sorties, de voyages ou d'engagements sont vécus dans une sorte de résignation silencieuse.
Le paradoxe d'Abilène révèle donc à quel point la transparence et l'expression sincère des préférences sont cruciales. Il met aussi en évidence un paradoxe psychologique, on croit agir par respect pour le groupe, alors qu'en réalité on trahit à la fois son propre intérêt et celui des autres. Le résultat est une perte collective de satisfaction et souvent une inefficacité flagrante. Si chacun avait exprimé honnêtement ses désirs, le groupe aurait évité la mauvaise décision et trouvé une alternative plus satisfaisante. Ce paradoxe nous invite donc à réfléchir sur notre rapport à la communication. Comment briser ce cercle vicieux ? La solution ne réside pas dans une contestation systématique, mais dans la création d'un climat où il est acceptable de dire non et d'exprimer un avis minoritaire. Ce n'est pas seulement une question de courage individuel, mais aussi de culture collective. Lorsque les groupes valorisent la critique constructive et la sincérité, ils évitent de s'enfermer dans des choix absurdes. Finalement, le paradoxe d'Abilène agit comme un miroir de nos comportements sociaux les plus ordinaires. Il montre que la peur du conflit et la recherche d'harmonie apparente peuvent conduire à des situations irrationnelles et frustrantes. En prendre conscience est déjà un pas pour transformer la dynamique du groupe et redonner sa place à la parole authentique. Le paradoxe bootstrap, aussi appelé paradoxe ontologique, est l'un des plus troublants dans la famille des paradoxes temporels. Il décrit une boucle où une information ou un objet existe sans jamais avoir été véritablement créé. Imaginez que votre futur vous envoie une équation, un livre ou une invention à votre vous du passé. Vous grandissez en pensant avoir découvert ou inventé cette chose, et des années plus tard vous l'envoyez à votre vous plus jeune. Le cycle se referme, l'objet ou l'information circule éternellement dans la boucle, sans origine identifiable. Ce paradoxe soulève une question vertigineuse. D'où vient réellement l'objet ou l'information ? Si un livre de physique quantique existe uniquement parce qu'il a été transmis par un futur qu'il a lui-même reçu du passé, alors il n'a jamais été écrit par un auteur. Il flotte dans une boucle causale fermée, sans commencement, mais néanmoins présent. L'idée même de création, qui suppose une origine et une cause initiale, se retrouve effacée. Ce paradoxe est fascinant parce qu'il met à mal notre intuition la plus fondamentale. Tout ce qui existe doit avoir une cause. Dans le cadre du voyage temporel, cette causalité linéaire se brise. L'existence devient circulaire. Le savoir, les objets ou même les personnes peuvent exister sans point de départ clair. En science-fiction, cela donne des scénarios saisissants, une symphonie transmise par le futur qui n'a jamais été composée, une machine inventée sans inventeur, une idée immortelle qui se nourrit d'elle-même. Mais le paradoxe bootstrap ne se limite pas à un simple jeu d'imagination. Il met aussi en lumière une tension philosophique sur notre rapport au temps et à l'identité. Si une invention n'a pas d'auteur, peut-on encore parler de créativité ? Si une idée vient d'une boucle temporelle fermée, est-elle vraiment née ? Et plus largement, si le temps permet ce genre de structure circulaire, alors notre conception même du réel devient instable, car nous perdons le cadre qui nous permet de distinguer cause et effet. Certains physiciens envisagent ce paradoxe comme une preuve que de tels voyages temporels sont impossibles dans notre univers. D'autres pensent qu'il illustre simplement que la causalité pourrait fonctionner différemment à certaines échelles, et que des boucles temporelles autocohérentes ne violant pas forcément les lois de la physique, tant qu'elles restent logiquement consistantes. Le paradoxe bootstrap devient alors moins une impossibilité qu'une étrange possibilité, un univers où l'origine n'existe pas, où certaines choses sont simplement données, éternelles dans leur boucle. Ce paradoxe est fascinant parce qu'il joue avec une crainte profonde et un désir secret. La crainte que nos créations ne soient que des reflets sans origine. Le désir qu'il existe des idées parfaites, intemporelles, échappant aux limites humaines. Il nous place face à une énigme. Peut-on accepter l'existence de quelque chose qui n'a jamais été créé, et qui pourtant façonne le monde ? Le paradoxe de Condorcet met en évidence une contradiction troublante dans la logique démocratique. On pourrait croire qu'additionner les préférences individuelles mène forcément à une décision collective rationnelle et cohérente. Pourtant, Condorcet a montré qu'il existe des situations où le vote majoritaire produit des cycles incohérents qui empêchent de désigner un choix clairement gagnant. Imaginons 3 candidats A, B et C.
Un premier groupe d'électeurs préfère AAB et BAC. Un deuxième groupe préfère BAC et CAA. Un troisième groupe préfère CAA et AAB. Chaque duel entre deux candidats donne un vainqueur majoritaire, mais le résultat global tourne en rond. A bat B, B bat C et C bat A. Ce cycle rend impossible l'émergence d'un vainqueur incontestable, même si chaque comparaison isolée semble rationnelle. Ce paradoxe révèle une limite fondamentale des systèmes de vote fondés sur la majorité simple. Il souligne que la volonté collective n'est pas toujours une version agrégée des volontés individuelles, mais qu'elle peut être instable ou contradictoire. Autrement dit, la démocratie ne garantit pas mécaniquement une décision logique, elle peut même générer une impasse. On retrouve ce paradoxe dans des situations quotidiennes où un groupe doit choisir entre plusieurs options. Un comité qui hésite entre 3 projets peut se retrouver coincé dans une boucle décisionnelle où aucune option ne parvient à s'imposer sans contestation. Ce n'est pas seulement une curiosité mathématique mais un vrai problème pratique pour les institutions qui cherchent à organiser des votes justes et représentatifs. Certains systèmes électoraux tentent de contourner ce problème. Le vote alternatif, les méthodes de Borda ou de Condorcet lui-même cherchent à affiner la mécanique pour stabiliser les choix collectifs. Mais aucun système n'est parfait. Chaque méthode a ses vulnérabilités et peut produire d'autres paradoxes. Cela révèle que la démocratie est autant une affaire de procédure qu'une affaire de culture politique et de compromis. Au fond, le paradoxe de Condorcet interroge notre conception même de la rationalité collective. Il suggère que la volonté du peuple n'est pas une donnée simple et linéaire, mais un construit fragile, dépendant de la manière dont on recueille et structure les préférences. Ce n'est pas seulement une question de mathématiques mais une question philosophique. Peut-on vraiment parler d'une volonté générale unique quand les préférences sont ainsi capables de s'enchevêtrer et de s'annuler ? Le paradoxe libéral, formulé par Amartya Sen, est une énigme fascinante de la philosophie politique et de la théorie économique. Il met en tension 2 principes qui paraissent intuitivement compatibles mais qui, lorsqu'on les examine de près, se révèlent inconciliables. D'un côté, il y a l'idée d'une liberté minimale, chaque individu devrait au moins avoir le contrôle sur certaines décisions personnelles fondamentales, des choix qui n'appartiennent qu'à lui. De l'autre côté, il y a le principe d'optimalité de Pareto, une situation sociale est jugée optimale si l'on ne peut améliorer le bien-être de quelqu'un sans détériorer celui d'un autre. Pris séparément, ces 2 principes semblent parfaitement raisonnables. Mais mis ensemble, ils se contredisent. Imaginons un exemple classique, 2 voisins, chacun avec une préférence sur la couleur des rideaux de l'autre. Le principe de liberté minimale dit que chacun doit être libre de choisir la couleur de ses propres rideaux sans interférence extérieure. Mais le principe de Pareto-optimalité suppose que, si les préférences de l'un concernent aussi la couleur des rideaux de l'autre, il faut chercher un arrangement qui maximise le bien-être global sans léser personne. Ces 2 principes, appliqués simultanément, créent une impasse. Respecter la liberté individuelle va à l'encontre du critère d'efficacité collective, et inversement. Ce paradoxe est puissant parce qu'il met en lumière une vérité inconfortable: il n'existe pas de société parfaite où liberté individuelle et efficacité collective coexistent sans tension. Les économistes et les philosophes politiques ont longtemps cherché des systèmes qui garantiraient à la fois la souveraineté individuelle et l'harmonie sociale. Le paradoxe libéral montre que ce rêve est structurellement contradictoire. Il pousse aussi à réfléchir à ce que nous valorisons le plus. Préfère-t-on sacrifier un peu de liberté individuelle pour atteindre une meilleure efficacité sociale, ou accepte-t-on des inefficiences économiques pour préserver l'autonomie des individus ? Cette tension se retrouve dans des débats très concrets: la régulation des marchés, la protection des données personnelles, le droit de disposer de son corps, les choix culturels ou religieux. Dans chacun de ces cas, il faut trancher entre la liberté de chacun et l'efficacité collective, sachant qu'on ne peut jamais satisfaire pleinement les 2. Le paradoxe libéral agit comme un révélateur. Il montre que les idéaux que l'on présente souvent comme évidents, liberté et rationalité collective, entrent inévitablement en collision. Il ne s'agit pas de choisir une solution définitive, mais de reconnaître que toute société est un compromis instable entre ces 2 pôles. La liberté minimale est précieuse mais elle a un coût social,
l'efficacité collective est désirable mais elle implique des contraintes sur la sphère individuelle. En somme, ce paradoxe nous oblige à admettre que la coexistence parfaite entre liberté et optimalité est impossible. Ce n'est pas un défaut de nos institutions, mais une limite structurelle inscrite dans la logique même de ces concepts. Plutôt que de chercher à abolir ce conflit, il faut apprendre à le gérer, à le rendre vivable, et à accepter qu'une société juste n'est jamais une société parfaitement cohérente mais une société capable de maintenir ses contradictions en équilibre. L'effet rebond désigne ce paradoxe énergétique et comportemental où une amélioration de l'efficacité d'un système, censé réduire la consommation globale, finit par provoquer l'effet inverse. On pense souvent que rendre une technologie plus performante et moins gourmande entraîne mécaniquement des économies, mais en réalité l'usage qui en découle peut annuler, voire dépasser, les gains initiaux. L'exemple le plus simple est celui des voitures. Lorsque les moteurs deviennent plus sobres, on s'attend à une réduction nette de la consommation de carburant. Pourtant, la baisse du coût par kilomètre peut inciter les gens à rouler davantage, à acheter des véhicules plus puissants ou à s'éloigner de leur lieu de travail. Le résultat final est parfois une consommation énergétique qui reste stable, voire qui augmente. Le progrès technique crée alors un cercle vicieux où l'efficacité stimule la demande au lieu de la contenir. Cet effet ne se limite pas au transport. On le retrouve dans le chauffage domestique, l'éclairage LED ou encore l'informatique. Les ampoules LED consomment moins d'électricité, mais leur prix réduit et leur faible coût d'usage font que l'on éclaire plus d'espace qu'avant, on laisse les lumières allumées plus longtemps ou on installe des dispositifs lumineux supplémentaires. Dans le domaine numérique, chaque génération de matériel consomme moins par unité de calcul, mais la demande en puissance explose tellement que la consommation globale de data centers ne cesse d'augmenter. Ce paradoxe est dérangeant car il montre que la solution technologique ne suffit pas à elle seule à résoudre les problèmes écologiques. L'efficacité énergétique est une condition nécessaire mais non suffisante. Sans régulation de l'usage ou sans transformation des comportements, les gains sont engloutis par l'effet rebond. Autrement dit, une société qui croit uniquement en l'innovation pour réduire son empreinte risque d'entretenir une illusion de progrès. Le cœur du problème est psychologique et économique. Moins quelque chose coûte cher à utiliser, plus nous avons tendance à l'utiliser. Cela rejoint un mécanisme fondamental, la demande augmente quand le prix baisse. Dans le cas de l'énergie, cette logique économique entre directement en contradiction avec l'objectif écologique de réduction. L'effet rebond oblige donc à poser une question plus large. Faut-il se contenter de rendre nos technologies plus efficaces ou faut-il aussi redéfinir nos usages et nos besoins ? Les politiques publiques qui veulent sérieusement limiter les émissions de gaz à effet de serre doivent prendre en compte ce paradoxe. C'est pourquoi certaines voix défendent l'idée que l'efficacité doit aller de pair avec la sobriété, c'est-à-dire non seulement consommer mieux, mais aussi consommer moins. Le paradoxe de l'hédonisme met en lumière une vérité étrange mais familière, plus on cherche directement le bonheur, plus il semble nous échapper, et plus on le laisse de côté pour poursuivre autre chose, plus il a tendance à surgir de lui-même. C'est une contradiction qui touche à la nature même de ce que signifie être heureux. Quand une personne fait du bonheur son objectif central, chaque instant se transforme en évaluation constante, suis-je heureux maintenant ? Est-ce que cette expérience me procure ce que je cherche ? Est-ce que je me sens mieux qu'hier ? Cette obsession rend paradoxalement malheureux, car elle empêche de vivre pleinement l'expérience en cours. Le bonheur devient une tâche à accomplir plutôt qu'un état à ressentir, et le fait de ne pas l'atteindre provoque frustration et désespoir. C'est comme courir après son ombre, plus on s'en approche, plus elle s'éloigne. En revanche, lorsque l'attention se détourne du bonheur pour se concentrer sur autre chose, un projet, une passion, une relation, une cause qui dépasse sa propre personne, le bonheur se manifeste souvent comme un effet secondaire inattendu. Une personne plongée dans la musique, le sport, la recherche scientifique ou le soin d'autrui ne pense pas à son propre bien-être, mais c'est justement dans cette absence d'autosurveillance qu'elle éprouve une forme d'accomplissement et de joie. Le bonheur devient alors un sous-produit de l'engagement, de la curiosité ou de l'amour, plutôt qu'un but fixé à l'avance. Ce paradoxe montre que le bonheur n'est pas une destination,
mais une conséquence. Il n'est pas quelque chose que l'on saisit directement, mais quelque chose qui se dépose en nous quand nous sommes absorbés par le monde. Les philosophes, de John Stuart Mill à Viktor Frankl, l'ont exprimé de manière différente. Le bonheur survient lorsqu'on s'oublie, lorsqu'on est orienté vers autre chose que soi-même. Cette idée bouscule nos représentations modernes. La société actuelle vend l'idée que le bonheur est un produit que l'on peut obtenir par la consommation, les voyages, le bien-être mesuré et planifié. Mais plus on essaie de cocher ces cases, plus on se retrouve face à un vide. Le paradoxe de l'hédonisme rappelle que la joie profonde ne se trouve pas dans une chasse organisée au bonheur, mais dans la capacité à s'immerger dans des activités et des relations qui donnent du sens. C'est un paradoxe universellement vécu, celui qui se lève chaque matin avec l'unique but d'être heureux risque de finir amer, tandis que celui qui se lève pour créer, aimer, découvrir ou contribuer trouve souvent en chemin un bonheur qu'il n'avait pas cherché directement. Le bonheur, au fond, n'est pas un trophée mais une conséquence inattendue d'une vie tournée vers autre chose que lui-même. Le paradoxe d'Anderson met en lumière un phénomène psychologique et social déroutant, l'idée qu'une inégalité peut persister, voire se renforcer, non pas parce qu'elle est défendue explicitement, mais parce qu'elle devient invisible ou socialement neutralisée. James Anderson a étudié la ségrégation scolaire et a montré que certaines réformes censées réduire les inégalités avaient pour effet inattendu de les stabiliser, car elles rendaient ces mêmes inégalités moins visibles ou moins contestées. Ce paradoxe fonctionne comme une sorte de piège cognitif. Lorsqu'un problème est criant, il provoque de la résistance, de la colère, parfois même de la révolte. Mais quand il est atténué, maquillé ou compensé partiellement, il cesse d'apparaître comme une injustice flagrante. L'inégalité est toujours là, mais elle devient tolérable aux yeux de la société. Le progrès partiel crée une illusion de résolution, ce qui désactive les forces de contestation. Prenons l'exemple du racisme institutionnel. Lorsque des mesures symboliques ou superficielles sont mises en place, on a l'impression d'avoir avancé et l'urgence d'agir semble disparaître. Pourtant, les mécanismes structurels continuent de produire les mêmes effets. C'est une logique perverse, l'amélioration relative freine la remise en cause radicale. L'iniquité survit précisément parce qu'elle a changé de visage et parce qu'elle se camoufle derrière une façade d'équité. Ce paradoxe s'applique aussi dans le domaine économique. Les programmes d'aide sociale ou de redistribution partielle réduisent la misère la plus visible, mais ils peuvent aussi avoir pour effet de légitimer un système profondément inégalitaire. Tant que les gens survivent, la colère est contenue. Le système reste intact parce que la souffrance est rendue moins choquante, moins insupportable. Le paradoxe d'Anderson interroge donc notre rapport au changement social. Faut-il viser des réformes progressives et partielles qui soulagent immédiatement, au risque de renforcer la stabilité du système inégalitaire, ou faut-il provoquer une rupture brutale, plus incertaine et plus conflictuelle? Ce dilemme est au cœur de nombreux débats politiques. Le pragmatisme réformiste peut être vu comme une trahison des idéaux de justice, tandis que l'attente d'un changement radical peut condamner des générations entières à subir l'injustice. En un sens, ce paradoxe dévoile aussi notre tendance humaine à nous adapter. Nous supportons mieux une injustice qui se fait discrète qu'une injustice qui se fait frontale. La société s'ajuste à des conditions imparfaites et finit par les accepter comme normales. C'est précisément ce qui rend certaines inégalités si durables, elles ne se présentent pas comme des scandales, mais comme des évidences banales du quotidien. Le paradoxe du libre arbitre, tel qu'il est formulé dans la tradition théologique, confronte deux idées qui paraissent incompatibles. D'un côté, on affirme que Dieu est omniscient, qu'il connaît à l'avance tout ce qui adviendra, chaque pensée, chaque geste et chaque décision. De l'autre, on défend l'idée que l'être humain dispose d'un libre arbitre, c'est-à-dire de la capacité authentique de choisir entre plusieurs possibilités. La question qui surgit alors est simple, si Dieu sait déjà ce que je vais décider, mon choix est-il vraiment libre ? À première vue, ce paradoxe semble enfermer l'être humain dans une illusion. Si mes décisions sont connues depuis toujours, peut-être même depuis avant ma naissance, alors il paraît que je ne fais qu'accomplir un scénario écrit d'avance. Dans cette perspective déterministe, le libre arbitre ne serait qu'un sentiment subjectif,
une impression de choisir qui masque le fait que tout est déjà tracé. Pourtant, plusieurs tentatives de réponse existent. Certains théologiens affirment que la prescience divine n'implique pas la prédétermination. Dieu saurait ce que chacun choisira, mais son savoir ne serait pas la cause de ce choix. C'est une distinction subtile mais importante, savoir ce qu'un ami fera n'équivaut pas à l'avoir forcé à agir ainsi. Cependant, ce raisonnement peine à convaincre, car l'omniscience divine est d'un autre ordre que la simple prévision humaine. Si Dieu ne peut pas se tromper, mon choix était-il vraiment ouvert? D'autres approches proposent que Dieu existe hors du temps. Dans cette perspective, passé, présent et futur sont tous présents à son regard. Dieu ne prédit pas nos décisions, il les voit comme déjà réalisées dans un éternel présent. Mais cette vision soulève une autre difficulté: si mes choix existent déjà dans ce cadre intemporel, ne sont-ils pas figés et donc privés de véritable liberté? Certains philosophes préfèrent redéfinir la notion de libre arbitre. Au lieu de la comprendre comme une possibilité absolue de choisir autrement, ils la voient comme la capacité d'agir en accord avec sa volonté, ses désirs et ses raisons. Même si Dieu sait ce que je vais faire, c'est bien moi qui agis selon ma propre volonté, et en ce sens je suis libre. Mais pour ceux qui tiennent à une définition plus radicale de la liberté, cette réponse ressemble à une concession qui vide le concept de sa profondeur. Ce paradoxe a des implications existentielles. Il ne s'agit pas seulement de spéculations abstraites sur Dieu et le destin. La tension qu'il soulève touche à la manière dont nous concevons la responsabilité. Si mes choix étaient inévitables parce que connus d'avance, puis-je être tenu moralement responsable de mes actes? Et si je ne suis pas responsable, comment justifier la punition, la récompense ou même l'idée de mérite? En fin de compte, le paradoxe du libre arbitre ne se laisse pas dissiper facilement. Il reflète notre désir de croire en un ordre cosmique doté de sens, tout en tenant à l'idée que nos vies ne sont pas de simples mécaniques préprogrammées. Cette contradiction nous force à interroger ce que nous entendons par liberté et par connaissance divine, et elle nous ramène à une tension que ni la philosophie ni la théologie n'ont encore vraiment réussi à trancher. Le paradoxe RSA, qui se formule ainsi: toutes les molécules similaires ne montrent pas des activités similaires, est un rappel brutal de la complexité du vivant et de la chimie médicinale. À première vue, on pourrait croire qu'une molécule qui ressemble fortement à une autre sur le plan structurel devrait logiquement produire des effets pharmacologiques proches. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. De petites variations dans la forme, la disposition spatiale ou la polarité d'une molécule peuvent provoquer des changements radicaux dans son interaction avec une cible biologique. Ce paradoxe met en évidence la limite des approches simplistes en conception de médicaments. L'idée intuitive que « similaire entraîne similaire » fonctionne parfois, mais elle se heurte à la réalité chaotique des systèmes biologiques. Deux molécules presque jumelles peuvent avoir des affinités différentes pour un récepteur, activer ou inhiber des voies opposées, voire présenter des effets secondaires drastiquement divergents. Le vivant ne se laisse pas réduire à une logique purement géométrique ou chimique. Un exemple frappant se trouve dans le domaine des énantiomères, ces molécules en miroir comme la main droite et la main gauche. Elles partagent une formule chimique identique mais leur orientation spatiale change tout. L'un des énantiomères peut être thérapeutique alors que l'autre est inactif ou toxique. Le cas tristement célèbre de la thalidomide illustre cette différence: une version soulageait les nausées, l'autre provoquait de graves malformations fœtales. Ce paradoxe souligne aussi le danger des raisonnements par analogie dans la recherche pharmaceutique. Les chercheurs peuvent être tentés de dériver une nouvelle molécule à partir d'un modèle existant en espérant reproduire ses bénéfices tout en atténuant ses défauts. Mais la biologie ne suit pas toujours ce plan. L'effet final est le produit d'interactions multiples et souvent imprévisibles. Ce qui est rassurant sur le papier peut devenir un piège dans l'organisme. Derrière ce paradoxe se cache un message plus large: la nature est sensible aux détails invisibles à l'œil nu. Ce qui nous semble être une ressemblance peut ne pas l'être pour un récepteur, une enzyme ou une protéine. Cela explique pourquoi le développement d'un médicament est si long et si coûteux. Les prédictions basées uniquement sur la similarité structurelle échouent trop souvent. Il faut des essais expérimentaux,
des modélisations plus fines et parfois une bonne dose de hasard pour découvrir ce qui fonctionne réellement. Le problème du mal, souvent présenté sous la forme du paradoxe épicurien, est l'une des plus anciennes et des plus troublantes questions philosophiques et théologiques. Il repose sur une tension apparemment insurmontable. Si Dieu existe et qu'il est omnipotent, omniscient et parfaitement bon, comment expliquer la présence du mal dans le monde? L'argument est simple mais dévastateur dans sa logique. Si Dieu est tout-puissant, il a la capacité d'empêcher le mal. S'il est omniscient, il sait que le mal existe et sait comment l'arrêter. S'il est parfaitement bon, il devrait vouloir l'empêcher. Pourtant, le mal existe bel et bien, sous la forme de catastrophes naturelles, de souffrances humaines, de guerres, de maladies, de violences gratuites. Ce constat rend la coexistence d'un tel Dieu avec la réalité du mal profondément problématique. Les réponses à ce paradoxe sont multiples et chacune soulève de nouvelles questions. Certains invoquent le libre arbitre. Dieu aurait créé des êtres libres, capables de choisir entre le bien et le mal, car une liberté sans possibilité de faute ne serait pas une véritable liberté. Mais cette explication ne couvre pas tout, car une grande partie du mal que nous subissons n'est pas directement liée aux choix humains, comme les tremblements de terre ou les épidémies. D'autres avancent l'idée que le mal joue un rôle dans le développement moral ou spirituel. La souffrance permettrait l'apprentissage, la résilience, la solidarité et même la transcendance. Mais cet argument soulève une objection douloureuse. Pourquoi faudrait-il que la souffrance prenne des formes aussi extrêmes et absurdes, comme la torture d'un enfant ou les génocides? Une leçon de vie pourrait-elle vraiment justifier de telles horreurs? Certains théologiens suggèrent que le mal est un mystère, un élément que l'esprit humain ne peut pas pleinement comprendre. Dans cette perspective, la limitation n'est pas du côté de Dieu mais d'une autre. Nous serions incapables de saisir le plan global où le mal trouve sa place. Cette approche peut résonner avec la foi, mais elle est souvent insatisfaisante pour l'esprit rationnel, car elle semble esquiver la question plutôt que d'y répondre. Enfin, une autre réponse plus radicale consiste à remettre en cause l'une des propriétés attribuées à Dieu. Peut-être n'est-il pas tout-puissant, ou pas omniscient, ou pas parfaitement bon. Ou peut-être l'idée même d'un tel Dieu est incohérente. Cette voie, qui mène vers l'athéisme ou l'agnosticisme, considère que le paradoxe du mal n'est pas un problème à résoudre mais une preuve que l'hypothèse de Dieu telle qu'on le définit traditionnellement ne tient pas. Ce paradoxe n'est pas seulement un débat abstrait. Il touche à la manière dont les êtres humains donnent sens à leur souffrance. Quand une tragédie survient, la question « Pourquoi moi ?» prend une dimension métaphysique. Le paradoxe épicurien n'est donc pas uniquement une énigme intellectuelle, mais un miroir de l'expérience humaine, oscillant entre quête de sens et confrontation avec l'absurde. Le paradoxe de l'abondance apparaît lorsqu'une société produit ou possède une telle quantité de ressources qu'au lieu d'apporter un confort généralisé, cela crée de nouveaux problèmes. On pourrait croire qu'avoir toujours plus de biens, de nourriture, d'informations ou d'options conduit mécaniquement à plus de liberté et de bien-être, mais dans les faits, l'excès tend à générer de la confusion, de la frustration et parfois même de la paralysie. Un exemple simple est celui de la consommation moderne. Nous avons accès à une variété presque infinie de produits, que ce soit pour s'habiller, se nourrir ou se divertir. Pourtant, ce choix illimité ne rend pas nécessairement plus heureux. Beaucoup ressentent un stress à l'idée de choisir, de peur de ne pas prendre la meilleure option. C'est le phénomène de la paralysie par l'analyse. L'abondance qui devait libérer se transforme alors en piège psychologique. Le paradoxe de l'abondance se manifeste aussi dans l'accès à l'information. Internet met à disposition une bibliothèque universelle où tout savoir est à portée de clic. Cependant, au lieu d'éclairer, cet océan d'informations provoque une surcharge cognitive. On perd du temps à filtrer, à comparer, à distinguer le vrai du faux. La connaissance devient bruyante et l'attention se fragmente. L'abondance d'informations finit par rendre plus difficile la construction d'une vision claire. On retrouve également ce paradoxe dans la question des ressources naturelles. Les pays les plus riches en matières premières sont souvent confrontés à ce qu'on appelle la malédiction des ressources. La surabondance de richesses minières ou pétrolières entraîne corruption,
dépendance économique et conflits. Au lieu d'apporter prospérité et stabilité, la richesse excessive devient source de fragilité. Ce qui est fascinant dans ce paradoxe, c'est qu'il interroge notre conception du progrès. Nous associons spontanément l'idée de « plus » à l'idée de « mieux ». Pourtant, il existe un seuil au-delà duquel l'accumulation cesse d'être un avantage et se transforme en poids. L'abondance montre que la valeur ne réside pas toujours dans la quantité mais dans la capacité à gérer, à hiérarchiser et à donner du sens à ce que l'on a. Le paradoxe des billets de banque est l'un de ces phénomènes économiques qui semblent aller à contre-courant du bon sens. Depuis les années 1940, l'usage de l'argent liquide dans les transactions quotidiennes n'a cessé de reculer. Les cartes de crédit, puis de débit, ont transformé la manière dont on paie. Aujourd'hui, le paiement mobile, les virements instantanés et même les crypto-monnaies renforcent encore cette tendance. Pourtant, à partir du début des années 2000, on observe une augmentation spectaculaire de la demande de billets. En apparence, plus personne ne paie en liquide, mais dans la réalité, les billets circulent davantage que jamais. Cette contradiction s'explique par plusieurs dynamiques sociales et économiques. Une première explication tient à la fonction refuge de l'argent liquide. Contrairement à une écriture numérique dans un compte bancaire, le billet est tangible et n'a besoin d'aucune institution pour valider son existence. Dans un contexte de crise financière, de perte de confiance envers les banques ou de taux d'intérêt faibles, les individus et même certaines entreprises préfèrent accumuler du cash. Ce réflexe est particulièrement marqué lors des périodes d'incertitude, comme la crise financière de 2008 ou la pandémie de 2020. Les billets deviennent une assurance psychologique contre le risque d'effondrement du système. Une autre explication se trouve dans l'économie souterraine. Le liquide reste le moyen le plus anonyme et le plus pratique pour les activités qui cherchent à échapper au contrôle de l'État, travail au noir, trafic, corruption, ou simplement petites transactions quotidiennes que les gens veulent garder hors des radars fiscaux. Ainsi, même si les paiements officiels se numérisent, l'argent liquide garde un rôle essentiel dans les zones grises de l'économie. Il faut aussi noter le paradoxe culturel. Dans les sociétés modernes, payer sans contact est devenu un symbole de modernité et de rapidité. Mais paradoxalement, plus la société devient numérique, plus certaines personnes ressentent le besoin de conserver une forme de matérialité dans leur rapport à l'argent. Un billet dans la main donne un sentiment de contrôle que ne procure pas une ligne sur un écran. Les économistes parlent parfois d'un effet de réassurance psychologique lié à la possession physique de l'argent. Enfin, il existe un paradoxe politique. Les gouvernements et les banques centrales encouragent la numérisation des paiements pour des raisons de traçabilité, de lutte contre la fraude et de réduction des coûts de gestion. Mais dans le même temps, ce sont ces mêmes banques centrales qui impriment toujours plus de billets pour répondre à la demande. Cette coexistence contradictoire illustre bien la difficulté de passer totalement à un monde sans cash. Ce paradoxe montre donc que le billet de banque n'a pas disparu, mais a changé de fonction. Il n'est plus seulement un outil de transaction, mais aussi une réserve de valeur, un symbole de sécurité, un instrument de l'économie informelle et une réaction culturelle face à la dématérialisation croissante. En un sens, moins on paie avec du liquide, plus on ressent le besoin d'en avoir. C'est ce décalage qui rend ce paradoxe fascinant, l'argent papier se retire de nos poches mais s'accumule dans nos tiroirs, nos coffres et nos imaginaires. Le paradoxe de l'égalité des sexes est l'un de ces sujets qui bousculent les évidences. L'idée de départ semble simple, plus une société devient égalitaire entre hommes et femmes, plus les différences entre les sexes devraient disparaître, puisque chacun a accès aux mêmes opportunités, aux mêmes droits et aux mêmes choix de vie. Pourtant, ce que montrent certaines études, c'est presque l'inverse. Dans les pays les plus égalitaires, les écarts de préférence et d'orientation professionnelle entre les sexes ne s'effacent pas toujours. Ils tendent même parfois à se renforcer. Prenons l'exemple des carrières scientifiques et techniques. Dans des sociétés où les femmes disposent de moins de libertés économiques et sociales, elles se tournent plus fréquemment vers des domaines comme l'ingénierie, car ce sont des voies sûres pour assurer stabilité et revenus.
Mais dans les pays où l'égalité est plus avancée et où chacun a plus de marge pour suivre ses inclinations personnelles, on observe que beaucoup de femmes choisissent plutôt des carrières liées aux soins, à l'éducation ou à la psychologie. Autrement dit, plus le choix est libre, plus les tendances de genre réapparaissent. Ce paradoxe soulève des débats passionnés. Certains y voient la preuve que les différences entre hommes et femmes ne sont pas uniquement construites socialement, mais qu'elles sont aussi enracinées dans des préférences biologiques ou psychologiques. D'autres rappellent que même dans les sociétés dites égalitaires, des influences culturelles subtiles et des stéréotypes persistent et façonnent les choix, parfois de façon inconsciente. Ce qui est frappant, c'est que l'égalité des sexes ne mène pas automatiquement à une uniformité des comportements. Elle ouvre un espace où les individus peuvent exprimer leurs préférences, et ces préférences ne sont pas toujours identiques entre les sexes. Cela remet en cause l'idée que l'égalité devrait se mesurer uniquement par une parfaite parité statistique dans chaque domaine. Si les femmes et les hommes choisissent différemment lorsque toutes les barrières tombent, est-ce réellement un échec de l'égalité ou bien l'expression authentique de la liberté ? Le paradoxe de l'égalité des sexes nous force à réfléchir à la finalité des luttes égalitaires. Est-ce que l'objectif est que les hommes et les femmes finissent par se ressembler en tout point, ou est-ce de garantir à chacun la possibilité de tracer son propre chemin sans contrainte ? Et si dans ce cadre, les différences persistent, peut-être qu'elles révèlent non pas une inégalité, mais une diversité. Le paradoxe de la liberté met en évidence une contradiction essentielle qui traverse toute société humaine. Si la liberté est donnée sans aucune limite, elle finit par se retourner contre elle-même. Lorsque tout est permis, ceux qui détiennent le pouvoir, qu'il soit économique, politique ou social, disposent d'un terrain sans règles pour imposer leur volonté. Cette absence de cadre ne produit pas plus de liberté pour tous, mais au contraire une restriction brutale de la liberté pour les plus faibles. Ce paradoxe rappelle que la liberté n'est pas une simple absence de contraintes. Elle n'existe véritablement que lorsqu'elle est partagée et protégée par des règles qui empêchent les abus. Sans garde-fou, la liberté devient une arme entre les mains de ceux qui savent l'exploiter. On pourrait croire qu'une société où chacun fait ce qu'il veut serait la plus juste, mais l'histoire montre que c'est souvent dans ces contextes que naissent les dominations les plus dures. La loi du plus fort s'installe, la liberté des uns s'accroît au détriment de celle des autres, et ce déséquilibre finit par détruire l'idée même de liberté collective. Ce paradoxe révèle aussi une tension philosophique, trop de liberté peut nécessiter sa propre limitation. Poser des règles, fixer des limites, garantir des droits et des protections n'est pas une trahison de la liberté, c'est une condition pour qu'elle soit durable et réellement équitable. En d'autres termes, pour que chacun puisse être libre, il faut que personne ne soit libre d'écraser autrui. La liberté absolue n'est pas un idéal viable, c'est une illusion qui s'effondre au premier contact avec les rapports de force réels. Le paradoxe de la tolérance est l'un des dilemmes les plus fascinants de la philosophie politique moderne, formulé notamment par Karl Popper. L'idée est la suivante, une société tolérante, pour se protéger, doit revendiquer le droit de ne pas tolérer l'intolérance. À première vue, cela semble contradictoire, puisque la tolérance implique justement l'acceptation d'opinions et de comportements différents, même s'ils nous dérangent. Pourtant, si une société accepte sans limite ceux qui prônent l'intolérance, elle risque de voir cette intolérance détruire la tolérance elle-même. On peut le comprendre à travers un exemple concret. Imaginez une communauté qui défend la liberté d'expression totale, mais qui laisse prospérer des groupes dont le seul objectif est de supprimer cette liberté et d'imposer un système autoritaire. En laissant ces groupes grandir au nom de la tolérance, la communauté finit par fournir à ses ennemis les moyens de la détruire. Le paradoxe est donc que pour protéger un espace de liberté, il faut parfois restreindre la liberté de ceux qui veulent l'abolir. Le paradoxe de la tolérance est au cœur de nombreux débats contemporains. Jusqu'où doit aller la liberté d'expression ? Faut-il autoriser les discours de haine au nom de la liberté, ou faut-il les interdire pour préserver la démocratie et la coexistence pacifique ? Certains craignent que limiter l'expression des intolérants mène à la censure et à l'arbitraire. D'autres rétorquent que ne rien faire, c'est tendre la main à ceux qui veulent imposer l'exclusion et la violence. Ce paradoxe révèle aussi un aspect moral,
être tolérant ne veut pas dire être naïf. La tolérance absolue devient une faiblesse si elle ouvre la voie à ceux qui refusent les règles du jeu. Il y a donc une frontière fragile à tracer. Une société doit décider non seulement de ce qu'elle tolère, mais surtout de ce qu'elle considère comme intolérable. Ce n'est pas une contradiction, c'est une condition de survie. Ce qui rend ce paradoxe si puissant, c'est qu'il montre que la tolérance n'est pas une valeur passive. Elle demande un effort actif de discernement et de protection. Revendiquer le droit de ne pas tolérer l'intolérant, ce n'est pas trahir la tolérance, c'est au contraire affirmer qu'elle mérite d'être défendue même au prix de certaines restrictions. Le paradoxe de la stabilité-instabilité illustre l'une des contradictions les plus fascinantes de la géopolitique moderne. Lorsque deux pays possèdent l'arme nucléaire, la probabilité d'une guerre directe entre eux diminue considérablement, mais en parallèle la probabilité de conflits indirects ou de frictions de moindre intensité tend à augmenter. Ce phénomène repose sur une logique de dissuasion. La présence de l'arme nucléaire crée une barrière invisible mais extrêmement puissante. Aucun des deux adversaires n'ose franchir le seuil de la confrontation totale, car les conséquences seraient catastrophiques pour les deux camps. Cette stabilité stratégique s'appuie sur la peur mutuelle de la destruction. Elle gèle en quelque sorte l'option de la guerre totale et force les puissances à reculer au moment décisif. Mais cette même stabilité ouvre la voie à une instabilité subtile et persistante. Puisque la guerre directe devient pratiquement impensable, les acteurs trouvent d'autres terrains d'affrontement. Cela peut se traduire par des guerres par procuration dans des pays tiers, par des cyberattaques, par de la propagande, par des opérations d'influence ou par des escarmouches limitées qui restent en dessous du seuil nucléaire. Chaque camp teste l'autre, cherche à affaiblir son adversaire sans franchir la ligne rouge. En un sens, la sécurité absolue sur le plan stratégique engendre une insécurité permanente dans tous les autres domaines. Ce paradoxe met en lumière la fragilité d'un équilibre basé sur la peur. On a l'impression que les armes nucléaires ont pacifié les relations internationales, mais cette paix est illusoire et repose sur une tension constante. Les conflits ne disparaissent pas, ils se transforment et trouvent d'autres formes d'expression. On peut même dire que la stabilité nucléaire rend le monde plus nerveux, car elle encourage les puissances à s'affronter dans des zones grises où les règles sont moins claires. Ce qui rend ce paradoxe si troublant, c'est qu'il montre que la paix au sommet engendre la guerre en périphérie. La dissuasion nucléaire protège contre l'effondrement total, mais elle ne protège pas contre les fractures lentes et répétées qui minent les relations internationales sur le long terme. En cherchant à éviter la catastrophe absolue, les nations s'exposent à une multitude de petits incendies qui, cumulés, entretiennent un climat de méfiance et d'instabilité durable. Le paradoxe français, parfois appelé French Paradox, est une énigme qui intrigue les scientifiques depuis plusieurs décennies. Il repose sur une observation étonnante: la cuisine française est riche en graisse animale, en fromage, en charcuterie, et accompagnée de vins qui font partie intégrante de la culture gastronomique. Pourtant, sur le plan statistique, la population française présente historiquement des taux relativement bas de maladies cardiovasculaires par rapport à d'autres pays aux habitudes alimentaires comparables, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Ce paradoxe est d'autant plus surprenant que l'on s'attendrait logiquement à une explosion de pathologies liées au cholestérol, à l'hypertension ou aux infarctus dans une société qui célèbre autant le beurre, la crème et la viande rouge. Mais la réalité déjoue ce scénario. Les chercheurs ont donc tenté de comprendre ce qui se cache derrière cette contradiction. Une des hypothèses avancées est le rôle du vin rouge. Consommé avec modération, il contient des polyphénols et notamment du resveratrol, des antioxydants qui auraient un effet protecteur sur le système cardiovasculaire. Ce ne serait pas la quantité de vin en soi qui explique le phénomène, mais l'habitude culturelle de l'intégrer au repas, en petites doses, plutôt que dans une logique d'excès. À cela s'ajoute la structure des repas français. Contrairement aux sociétés où l'on mange beaucoup de plats transformés ou en portions rapides et déséquilibrées, la France a longtemps conservé une tradition de repas assis, variés, avec plusieurs petits plats qui favorisent une alimentation plus mesurée et plus équilibrée dans la durée. Il existe aussi une dimension sociale au paradoxe français. Le repas n'est pas seulement un acte biologique, c'est un rituel collectif,
un moment de partage qui impose un rythme. On mange moins vite, on prend le temps, on savoure. Cette lenteur a un impact direct sur la satiété et la digestion, réduisant certains excès que l'on retrouve ailleurs. Bien sûr, ce paradoxe ne doit pas être idéalisé. La France connaît aussi ses problèmes de santé publique, et l'écart tend à se réduire avec la mondialisation alimentaire et la montée des fast-foods. Mais il reste que cette contradiction historique illustre à quel point la santé ne dépend pas uniquement de la composition brute des aliments, mais aussi de leur mode de consommation, du contexte culturel et du rapport que l'on entretient avec eux. Le paradoxe de l'auto-absorption décrit une idée qui semble contradictoire au premier regard. Plus une personne développe un haut degré de conscience de soi, plus elle est susceptible de ressentir de la détresse psychologique, tout en ayant en même temps accès à une forme de bien-être psychologique plus profond. Cette double réalité met en lumière la complexité de notre rapport intérieur à nous-mêmes. D'un côté, être conscient de soi signifie remarquer ses pensées, ses émotions et ses comportements avec une attention accrue. Cette lucidité peut devenir pesante car elle nous rend plus sensibles à nos erreurs, à nos incohérences, aux jugements extérieurs réels ou supposés et aux attentes irréalistes que l'on se fixe. Cette hyperconscience peut nourrir l'anxiété, le doute de soi et l'obsession des défauts. Elle expose brutalement aux zones d'ombre que l'on préférerait parfois ignorer et peut conduire à un sentiment d'enfermement mental. De l'autre côté, cette même conscience de soi peut ouvrir la voie à une compréhension plus authentique de ce que l'on est et de ce que l'on veut devenir. En reconnaissant ses limites et ses fragilités, on peut aussi cultiver la croissance personnelle, la compassion envers soi-même et la capacité de donner un sens à ses expériences. La lucidité intérieure offre la possibilité de se connaître profondément, d'adapter son mode de vie en cohérence avec ses valeurs et d'éprouver un sentiment de paix intérieure plus stable que celui qui découle de la simple distraction ou de l'ignorance. C'est cette coexistence étrange qui fait la richesse du paradoxe. Plus on creuse en soi, plus on découvre des vérités inconfortables mais également des ressources de force et de clarté qui ne seraient jamais accessibles autrement. L'auto-absorption peut être une prison mais aussi une clé. Elle peut nous enfermer dans le mal-être ou au contraire nous libérer en nous permettant d'accepter qui nous sommes vraiment. Tout dépend de la façon dont on apprivoise cette conscience accrue de soi et de l'équilibre que l'on parvient à instaurer entre lucidité et indulgence envers ses propres imperfections. Le paradoxe du jeune soleil faible est l'un de ces mystères scientifiques qui montrent à quel point la compréhension de notre propre planète reste incomplète. Selon les modèles astrophysiques, le Soleil, il y a environ 4 milliards d'années, n'émettait qu'environ 70% de la puissance lumineuse qu'il produit aujourd'hui. Si l'on applique cette donnée aux lois de la physique, la Terre primitive aurait dû être gelée, recouverte de glace, incapable d'abriter des océans liquides et donc hostile à l'émergence de la vie. Pourtant, les archives géologiques racontent une toute autre histoire. Des traces de sédiments et de minéraux témoignent de la présence d'eau liquide à cette époque reculée, et même de formes de vie microbienne très anciennes. C'est là que réside la contradiction, comment de l'eau liquide a-t-elle pu exister si le Soleil n'était pas assez puissant pour empêcher la Terre de geler ? Pour résoudre ce paradoxe, plusieurs hypothèses ont été proposées. L'une des plus étudiées concerne l'atmosphère primitive de la Terre. Elle devait être très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Au lieu d'être relativement pauvre en gaz à effet de serre comme actuellement, elle aurait pu contenir de fortes concentrations de dioxyde de carbone, de méthane et même d'ammoniac. Ces gaz auraient piégé la chaleur, compensant le faible rayonnement solaire et maintenant des températures suffisantes pour que l'eau reste liquide. Une autre piste suggère que la Terre recevait de l'énergie supplémentaire non pas uniquement du Soleil mais aussi de son activité interne. À l'époque, notre planète était beaucoup plus active géologiquement, avec un volcanisme intense qui relâchait d'énormes quantités de gaz et de chaleur. Les impacts d'astéroïdes fréquents auraient également contribué à réchauffer périodiquement la surface. Ce cocktail d'apports énergétiques aurait pu jouer un rôle crucial dans le maintien d'un climat tempéré. Certains chercheurs avancent même que la modélisation du jeune Soleil pourrait être incomplète. Peut-être que l'étoile produisait davantage de rayonnement ultraviolet ou d'activité magnétique, influençant indirectement le climat terrestre d'une façon que nos modèles actuels peinent à reproduire.
Ce paradoxe n'est pas seulement une curiosité académique. Il a des implications profondes pour la recherche de la vie ailleurs. Si la Terre a réussi à maintenir de l'eau liquide malgré un soleil faible, alors d'autres planètes situées en dehors de la zone habitable classique pourraient elles aussi abriter des conditions propices à la vie grâce à des atmosphères particulières ou des mécanismes de réchauffement alternatifs. Autrement dit, comprendre le paradoxe du jeune soleil faible, c'est aussi repousser les frontières de ce que nous pensons possible pour la vie dans l'univers. Ce mystère n'est pas totalement résolu aujourd'hui. Chaque nouvelle découverte en géologie ou en astrophysique ajoute une pièce au puzzle, mais le tableau d'ensemble reste flou. Le paradoxe du jeune soleil faible nous rappelle que les lois de la nature se combinent de façon parfois contre-intuitive, et que les conditions d'habitabilité d'une planète sont bien plus complexes que de simples équations sur la luminosité d'une étoile. Le paradoxe des résultats concernant la schizophrénie révèle une contradiction déstabilisante dans notre compréhension de la santé mentale. Les données montrent que les patients atteints de schizophrénie dans certains pays en développement connaissent souvent de meilleures trajectoires de rétablissement que leurs homologues dans des sociétés occidentales plus riches. Sur le papier, cela semble absurde. Les pays occidentaux disposent d'infrastructures médicales plus sophistiquées, d'un accès plus large aux médicaments et de ressources en santé mentale bien plus abondantes. Pourtant, les résultats ne suivent pas nécessairement cette logique et, dans certains cas, ils sont même inversés. Cette observation soulève plusieurs pistes de réflexion. Une première concerne le rôle de la communauté et du tissu social. Dans de nombreux contextes non occidentaux, la famille élargie, le voisinage et les liens collectifs sont plus intégrés à la vie quotidienne. Un individu en souffrance psychique n'est pas toujours isolé mais maintenu au sein d'un réseau social qui tolère davantage ses comportements atypiques. Cela réduit le poids de la stigmatisation et limite l'isolement, deux facteurs connus pour aggraver les troubles mentaux. En comparaison, les sociétés occidentales valorisent fortement l'indépendance et la productivité individuelle. Une personne atteinte de schizophrénie se retrouve souvent marginalisée parce qu'elle ne correspond pas aux standards d'autonomie et de performance attendus. La solitude, la précarité et la perte de statut social deviennent alors des facteurs qui aggravent la maladie, créant un cercle vicieux difficile à rompre. Un autre élément possible réside dans l'approche médicale elle-même. Les systèmes occidentaux misent beaucoup sur les traitements pharmacologiques à long terme, avec une médicalisation massive des symptômes. Dans certains pays en développement, l'accès limité aux médicaments force une approche plus centrée sur le vécu de la personne, où le traitement repose davantage sur l'intégration sociale, la résilience culturelle et des pratiques communautaires. Paradoxalement, cette rareté peut contribuer à des formes de guérison plus fonctionnelles, car elle s'appuie sur des dynamiques sociales et sur des récits collectifs de sens qui aident le patient à trouver une place malgré ses troubles. Ce paradoxe met aussi en lumière un aspect universel de la souffrance psychique, elle ne se vit pas dans un vide biologique, mais toujours dans un cadre social, culturel et historique. La schizophrénie peut être une expérience profondément déstructurante, mais la manière dont une société réagit à cette expérience change radicalement son évolution. Autrement dit, la maladie n'existe pas seulement dans le cerveau de l'individu, elle existe aussi dans la manière dont la communauté entoure, soutient ou rejette celui qui en est atteint. Le paradoxe de Tocqueville est fascinant car il met en lumière une dynamique souvent contre-intuitive dans les sociétés en quête d'égalité. L'idée est simple en apparence, plus une société devient égalitaire, plus les inégalités restantes deviennent insupportables aux yeux des citoyens. Cela peut sembler contradictoire puisque l'amélioration générale des conditions devrait logiquement apaiser les frustrations. Pourtant c'est souvent l'inverse qui se produit. Imaginons une société où les inégalités sont flagrantes et massives. Dans ce contexte, les écarts paraissent tellement immenses que les individus ne s'attendent pas à une réelle amélioration. Les différences sont normalisées et perçues comme faisant partie de l'ordre des choses. Mais lorsque des progrès sont accomplis, que certains droits sont garantis et que des réformes améliorent le quotidien, les attentes augmentent en proportion. On ne tolère plus ce qui paraissait autrefois inévitable. Chaque injustice résiduelle, même minime en comparaison des injustices passées, prend une ampleur démesurée car elle est perçue comme une anomalie dans un système censé tendre vers l'égalité.
Ce paradoxe s'explique aussi par un phénomène psychologique. Quand la distance entre la promesse d'égalité et la réalité vécue devient plus visible, l'écart génère une frustration plus intense. Autrement dit, c'est le contraste entre l'idéal proclamé et la situation concrète qui alimente le mécontentement. Plus on se rapproche du but, plus chaque imperfection devient insupportable. On pourrait comparer cela à une personne qui gravit une montagne. Tant que le sommet semble lointain, chaque pas est une victoire. Mais lorsqu'il ne reste que quelques mètres et qu'une crevasse empêche l'accès final, la frustration devient infiniment plus grande que durant les premières heures de l'ascension. Ce mécanisme a des implications politiques importantes. Il explique pourquoi des mouvements sociaux explosent parfois non pas dans des périodes de stagnation totale mais justement après des améliorations sensibles. Les citoyens, voyant que le changement est possible, deviennent plus exigeants. Ils ne se contentent plus de demi-mesures. On peut observer ce phénomène dans de nombreux contextes, que ce soit l'émancipation des femmes, les luttes des minorités ou encore les revendications salariales. Chaque avancée crée de nouvelles attentes et la pression sociale redouble pour combler l'écart restant. Le paradoxe des jumeaux identiques illustre une tension profonde entre deux visions de l'intelligence humaine. D'un côté, les études sur les jumeaux identiques montrent un degré élevé d'héritabilité du QI. Même lorsqu'ils grandissent séparés, les corrélations dans leur score sont frappantes, ce qui suggère un rôle massif de la génétique. Mais de l'autre côté, le fameux effet Flynn montre que les moyennes de QI augmentent régulièrement d'une génération à l'autre, parfois de manière spectaculaire, alors que le patrimoine génétique d'une population ne change pas aussi vite. C'est comme si nous étions forcés d'admettre à la fois que l'intelligence est largement inscrite dans nos gènes et qu'elle est en même temps extraordinairement sensible à l'environnement. Ce paradoxe devient particulièrement intéressant quand on se demande comment ces deux constats peuvent coexister sans se contredire. Si la génétique détermine une grande part de nos capacités cognitives, pourquoi observe-t-on une telle élasticité des scores de QI au fil des décennies? Et si l'environnement peut modifier la performance intellectuelle de manière aussi marquée, que signifie réellement héritable dans ce contexte? Une manière d'explorer ce paradoxe consiste à distinguer le potentiel et son actualisation. Les gènes peuvent fixer une sorte de plage de développement possible, mais l'environnement détermine jusqu'où un individu va se situer à l'intérieur de cette plage. Les améliorations éducatives, la meilleure nutrition, l'accès à des environnements cognitifs stimulants peuvent alors pousser une population entière vers le haut. Ce n'est pas que les gènes cessent de compter, mais que le contexte collectif tire tout le monde vers un niveau supérieur de performance. Ce paradoxe nous amène aussi à réfléchir au rôle des comparaisons temporelles. Un enfant d'aujourd'hui avec un QI moyen pourrait surpasser sur certains tests un individu jugé très intelligent il y a 60 ans. Cela ne veut pas dire que l'humain est devenu génétiquement plus intelligent en quelques décennies. Cela signifie que le cadre dans lequel l'intelligence se développe a changé, ce qui met en évidence la plasticité étonnante de l'esprit humain. En un sens, le paradoxe des jumeaux identiques et de l'effet Flynn nous invite à abandonner une vision simpliste de l'opposition nature contre culture. Il montre que la biologie et l'environnement ne sont pas des forces adverses, mais des dimensions qui se renforcent et se contraignent mutuellement. Les gènes nous donnent une structure, mais cette structure est malléable, et l'environnement collectif peut élever ou limiter ce que cette structure permet. Le paradoxe de Bentley est l'un de ces casse-têtes cosmologiques qui semblent presque enfantins dans leur formulation mais qui ouvrent une réflexion vertigineuse sur la nature de l'univers. L'argument de Bentley est simple: si l'on considère que toutes les étoiles exercent une attraction gravitationnelle les unes sur les autres, alors rien ne devrait empêcher l'univers de s'effondrer en un seul point. Après tout, si la gravitation est universelle et toujours attractive, chaque étoile attire toutes les autres et réciproquement. L'issue logique de ce raisonnement serait donc une sorte de Big Crunch éternel, bien avant même que l'humanité n'ait eu le temps de lever les yeux vers le ciel. Ce paradoxe est fascinant car il met en lumière une tension entre les lois locales de la physique et l'organisation globale du cosmos. Localement, nous savons que la gravité est inexorable. Elle fait tomber les pommes, elle maintient la Lune sur son orbite, elle façonne les planètes et les galaxies. Mais à l'échelle infinie de l'univers, l'application directe de ce principe semble conduire à une absurdité: plus de ciel étoilé,
plus de structures distinctes, seulement un effondrement total. C'est là que l'histoire devient intéressante. Newton, lorsqu'il était confronté à ce genre de questions, imaginait un univers infini et statique dans lequel les étoiles seraient réparties uniformément. Dans une telle configuration, disait-il, les attractions gravitationnelles se compenseraient parfaitement et aucun point particulier ne deviendrait le centre de l'effondrement. Mais cette solution est fragile. Car le moindre déséquilibre, même minime, entraînerait inévitablement une instabilité et finirait par provoquer une concentration de matière en un endroit, déclenchant ainsi l'effondrement généralisé que Bentley redoutait. Autrement dit, un univers infini et parfaitement uniforme est une construction mathématique élégante mais irréaliste dès lors que l'on prend en compte les perturbations réelles. Avec l'avènement de la relativité générale et de la cosmologie moderne, le paradoxe de Bentley a trouvé un terrain d'exploration plus riche. L'expansion de l'univers joue un rôle crucial, elle agit comme une dynamique opposée à la gravité, empêchant un effondrement global immédiat. L'espace-temps lui-même est en mouvement et cette expansion accélérée, liée à l'énergie noire, empêche l'univers de se contracter sous son propre poids. Sans ce mécanisme, l'intuition de Bentley aurait été redoutablement juste. Ce paradoxe est donc une belle illustration de la façon dont une question apparemment naïve révèle un gouffre de complexité. Il nous rappelle aussi que la physique n'est jamais complète avec les seules lois locales. Les phénomènes globaux dépendent de conditions initiales, de symétrie, de dynamique à grande échelle que l'on ne peut pas déduire d'un simple raisonnement newtonien. En un sens, le paradoxe de Bentley est un cousin du paradoxe d'Olbert, où l'infinité du ciel étoilé conduit à une conclusion absurde, un ciel uniformément lumineux la nuit, et oblige à réinterroger nos modèles cosmologiques. Le paradoxe de l'observateur soulève une question fascinante sur la nature de la réalité et sur la place que nous occupons face à ce que nous essayons de comprendre. Lorsqu'un phénomène est observé, l'acte même d'observer modifie ce phénomène. Ce n'est pas simplement une difficulté technique qu'il suffirait de résoudre avec de meilleurs outils ou des méthodes plus fines. C'est un problème bien plus profond qui remet en cause l'idée même d'une réalité indépendante de notre regard. On le voit en sciences sociales par exemple, lorsqu'un chercheur étudie un groupe. La présence de ce chercheur influence inévitablement les comportements des personnes étudiées. Elles ne se comportent plus tout à fait comme elles le feraient en l'absence de toute observation. Mais le paradoxe ne s'arrête pas là. En physique également, à l'échelle quantique, la mesure d'une particule change son état. On ne peut donc pas séparer l'observation du phénomène observé. La frontière entre ce qui est là et ce que nous en percevons devient trouble. Ce paradoxe met en lumière le rôle actif de l'observateur. Nous ne sommes pas des spectateurs neutres enregistrant un monde figé. Nous sommes des participants qui façonnons en partie ce que nous voyons. Cela nous oblige à nous interroger sur ce que signifie connaître quelque chose. Est-ce que nous décrivons le monde tel qu'il est vraiment, ou bien produisons-nous une version du monde qui est inséparable de notre présence et de nos méthodes d'observation ? Le dilemme du prisonnier est un des exemples les plus puissants de la théorie des jeux parce qu'il révèle à quel point la logique individuelle peut aller à l'encontre de l'intérêt collectif. La situation est connue, 2 prisonniers sont accusés d'un crime. S'ils se taisent tous les deux, la justice n'a pas assez de preuves et ils écopent d'une peine légère. Si l'un dénonce l'autre pendant que ce dernier garde le silence, le traître est libéré et le loyal reçoit la peine maximale. Enfin, si les deux se dénoncent mutuellement, chacun reçoit une peine sévère mais moins lourde que celle qu'aurait subie un prisonnier trahi seul. Sur le papier, la meilleure stratégie collective est claire, rester silencieux. Ensemble, ils minimisent la durée de leur peine. Pourtant, la logique individuelle pousse à la trahison. Car pour chaque prisonnier, le raisonnement est implacable. Si je crois que l'autre se tait, j'ai tout intérêt à le dénoncer pour sortir libre. Si je crois qu'il va me dénoncer, je dois aussi dénoncer pour ne pas être celui qui prend la peine maximale. Dans les deux cas, la décision rationnelle est la trahison. Le paradoxe apparaît alors, chacun agit de façon parfaitement rationnelle en pensant à son propre intérêt mais le résultat final est pire que s'ils avaient simplement coopéré.
Ce dilemme ne se limite pas aux prisons imaginaires des manuels de théorie des jeux. Il est omniprésent dans la vie réelle. Les relations économiques en regorgent, deux entreprises qui pourraient coopérer pour stabiliser un marché choisissent au contraire de se concurrencer agressivement, ce qui finit par réduire leurs profits à toutes les deux. Les relations internationales en offrent une version dramatique, deux pays qui investissent massivement dans l'armement se protègent de la trahison de l'autre mais gaspillent d'énormes ressources dans une course aux armements alors qu'une coopération aurait libéré ces mêmes ressources pour des projets bénéfiques. Même à petite échelle, on retrouve ce mécanisme dans les comportements du quotidien, par exemple lorsque des voisins choisissent de ne pas contribuer à l'entretien d'un espace commun en espérant profiter des efforts des autres, au risque que tout le monde s'en retrouve perdant. Le dilemme du prisonnier est aussi un miroir des tensions entre confiance et méfiance. Pour coopérer, il faut croire que l'autre sera prêt à faire de même. Mais la peur d'être trahi incite à prendre une décision défensive qui ruine le potentiel bénéfique de la coopération. Cela explique pourquoi la répétition du jeu change profondément la dynamique. Dans une interaction unique, la trahison est presque inévitable. Mais dans un jeu répété, les acteurs peuvent développer des stratégies basées sur la réciprocité, comme la fameuse stratégie « œil pour œil » qui récompense la coopération et sanctionne la trahison. C'est dans la durée que la confiance peut émerger et transformer la logique initiale. En un sens, le dilemme du prisonnier illustre une vérité crue sur la condition humaine. Nous savons que l'union fait la force, mais nos instincts de survie, notre peur de la vulnérabilité et notre rationalité individuelle nous poussent trop souvent à faire des choix qui détruisent cette union. C'est une leçon philosophique autant que mathématique. La coopération n'est jamais simplement le résultat de calculs froids, elle exige une dimension de confiance et parfois même un saut de foi. Là où la logique seule nous divise, c'est souvent la morale, la culture ou les institutions qui rendent possible l'entente. Le paradoxe de l'amitié est un de ces résultats mathématiques qui semblent d'abord absurdes mais qui devient limpide dès qu'on prend un peu de recul. L'énoncé est simple, pour un individu moyen, la plupart de ses amis ont plus d'amis que lui. C'est contre-intuitif parce qu'on se dit que, statistiquement, tout devrait s'équilibrer. Mais la réalité des réseaux sociaux, qu'ils soient réels ou virtuels, prouve exactement le contraire. L'explication vient de la manière dont les réseaux sont structurés. Certains individus, appelés hubs, concentrent beaucoup plus de connexions que la moyenne. Dans un cercle social, cela correspond à ces personnes naturellement charismatiques ou simplement très sociables qui accumulent un grand nombre de liens. Quand on prend un échantillon de « mes amis », il est hautement probable qu'une grande partie d'entre eux appartiennent à cette catégorie surreprésentée, parce qu'ils apparaissent dans beaucoup plus de cercles que les personnes plus isolées. En d'autres termes, les personnes qui ont beaucoup d'amis sont statistiquement plus visibles, donc elles pèsent plus lourd dans les calculs. Résultat, la moyenne des amis de mes amis est systématiquement plus élevée que ma propre moyenne. C'est un peu comme si on observait la circulation routière. Pour un conducteur pris au hasard, il semble toujours qu'il y a plus de voitures devant que derrière. Ce n'est pas une illusion psychologique, c'est une réalité statistique. Les routes encombrées sont surreprésentées dans l'expérience des automobilistes parce qu'elles concentrent plus de véhicules. De la même façon, les personnes populaires sont surreprésentées dans l'expérience sociale de chacun. Ce paradoxe a des conséquences intéressantes sur la perception qu'on a de soi dans un groupe. Beaucoup de gens peuvent avoir l'impression d'être moins sociables ou moins populaires que leurs amis, alors qu'il ne s'agit pas d'un jugement objectif mais d'un effet de structure. C'est une distorsion statistique qui joue sur notre estime personnelle. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux numériques, où la visibilité est amplifiée, ce sentiment est encore plus marqué. En regardant les profils de ses contacts, on voit défiler les vies des plus connectés et cela donne l'impression que tout le monde a plus de relations, plus d'événements et plus d'activités que soi. Ce paradoxe est aussi étudié dans l'épidémiologie et la diffusion des idées. Si vos amis ont plus d'amis que vous, cela signifie aussi qu'ils sont plus susceptibles d'être exposés plus tôt à une information ou à un virus, et donc de vous la transmettre. Ce biais statistique explique pourquoi certaines personnes semblent toujours en avance sur les tendances ou pourquoi les épidémies se propagent si vite. En étudiant le paradoxe de l'amitié,
les chercheurs peuvent prédire et même anticiper les foyers de contagion ou de diffusion d'une nouveauté culturelle. Le paradoxe du singe savant, parfois appelé paradoxe du singe infini, est l'une de ces expériences de pensée qui mettent en lumière la puissance vertigineuse des probabilités et des grands nombres. L'idée est simple mais provocante, imaginez un chimpanzé assis devant une machine à écrire, tapant des touches au hasard pendant un temps infini. D'après la théorie des probabilités, le singe finira par produire l'intégralité des œuvres de Shakespeare, mot pour mot et signe pour signe. Ce paradoxe choque l'intuition parce qu'il confronte deux perspectives opposées. D'un côté, la probabilité qu'un singe écrive ne serait ce qu'une phrase correcte semble ridiculement faible. On sait par exemple que pour aligner une simple séquence comme « to be or not to be », le nombre de combinaisons possibles est astronomique. Le hasard pur paraît incapable de générer un texte aussi complexe. Mais d'un autre côté, le raisonnement mathématique impose que dans un cadre infini, toute combinaison possible finit par apparaître, aussi improbable soit-elle. L'infini, en quelque sorte, annule l'impossible. Le paradoxe du singe savant ne concerne pas seulement Shakespeare. Il symbolise une vérité plus générale, dans un univers infini ou un processus aléatoire sans fin, tout ce qui est possible se produira nécessairement, et même une infinité de fois. Cela ouvre des réflexions vertigineuses sur la nature du hasard, de la création et de l'ordre. Si le chaos aveugle peut, à force de temps, produire les plus grands chefs-d'œuvre littéraires, alors la frontière entre hasard et intention devient plus floue qu'on ne le croit. Ce paradoxe est souvent utilisé comme métaphore dans les débats scientifiques. Par exemple, certains l'invoquent pour discuter de l'origine de la vie, étant donné l'immensité du temps cosmique et du nombre d'essais moléculaires, la combinaison improbable qui a donné naissance à la première cellule vivante devient beaucoup moins surprenante. De la même manière, en informatique ou dans les algorithmes génétiques, on retrouve cette idée que des processus aléatoires, lorsqu'ils sont suffisamment longs ou nombreux, finissent par générer des solutions cohérentes. Mais il y a aussi une limite philosophique importante. L'argument du singe savant ne signifie pas que le hasard seul est une explication suffisante pour les structures que nous observons dans la nature. Le temps infini est une abstraction. Dans la réalité finie de l'univers, le nombre de tentatives est limité, et la probabilité d'obtenir spontanément une œuvre de Shakespeare reste proche de zéro. Le paradoxe met donc surtout en valeur la différence entre ce que permettent les mathématiques dans un cadre théorique infini et ce que la physique rend possible dans un univers fini. Ce qui rend ce paradoxe fascinant, c'est qu'il force à repenser nos intuitions sur l'ordre et le chaos. Il montre que l'improbable n'est pas l'impossible, et que sous certaines conditions, même le hasard le plus brut peut engendrer des formes d'une complexité saisissante. Mais il rappelle aussi que dans la pratique, l'infini est une notion qui n'existe pas autour de nous, et que c'est justement cette finitude qui rend chaque création humaine ou naturelle unique et précieuse. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.